S'agit-il de la plus grande avancée scientifique depuis des décennies? Les fans de science du monde entier sont restés stupéfaits face au dévoilement des deux loups sinistres, ou loups géants, que la société de biosciences colossale prétend avoir ramenés de l'extinction. Ces animaux n'ont pas vu la lumière du jour depuis l'ère du Pléistocène. Alors oui, bien sûr, si c'est bien le cas, il s'agirait d'un événement sans précédent dans l'histoire de la biologie. Cependant, s'il s'avère que les humains pourraient avoir la capacité scientifique de ramener à la vie d'autres espèces disparues, le cas de ces loups sinistres n'est pas tout à fait véridique. Il s'avère que, selon la responsable scientifique du projet, c'est surtout certaines caractéristiques du loup sinistre qui ont été recréées chez les loups gris d'aujourd'hui, en modifiant leurs cellules de manière à ce qu'elles puissent contenir les variantes de l'ADN des loups géants. S'agit-il donc d'une combinaison de techniques scientifiques plutôt que de ramener des créatures disparues à proprement parler? Alors, pourrions-nous ramener à la vie des animaux éteints? Voyons voir. Quel est le point commun entre les tigres à dents de sabre, les mammouths laineux et le dodo? Eh bien, ils ont tous disparu. Et certaines théories avancent que l'homme y est pour beaucoup. Et si nous pouvions rattraper nos méfaits en tant qu'espèce et ramener ces créatures à la vie? Est-ce scientifiquement possible? Et est-ce que cela permettrait aux humains de rester au sommet de la chaîne alimentaire? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si des animaux disparus pouvaient être ramenés à la vie. Un jour, cela pourrait ne plus être une hypothèse, car la science se rapproche de la possibilité de ramener à la vie des animaux disparus. C'est ce qu'on appelle la désextinction, c'est-à-dire le processus qui consiste à ramener d'entre les morts des animaux disparus. Ce qui était autrefois de la science-fiction devient lentement une réalité. Il est possible que cela se produise un jour, mais malheureusement, pas pour les dinosaures. Pourquoi? Eh oui, pour que ce processus fonctionne, l'ADN d'une espèce doit avoir un certain âge. Les scientifiques pensent en effet que le contenu de l'ADN devient illisible après 1,5 million d'années. Après ce laps de temps, il devient pratiquement inutile. Les dinosaures qui se sont eux éteints il y a 65 millions d'années ne peuvent donc pas participer à cette expérience. Désolé les gars. Mais si l'espèce est assez jeune et que l'ADN est lisible, les scientifiques peuvent alors l'utiliser pour l'édition du génome. L'une des façons de procéder serait d'utiliser l'ADN d'espèces disparues et de le fusionner avec celui de son plus proche parent animal vivant actuellement. L'un des animaux qui, selon les scientifiques, est susceptible de réapparaître? Le mammouth laineux. Les populations de petits mammouths étaient encore vivantes il y a seulement 3600 ans. Les experts pensent que cette espèce aurait pu survivre à l'extinction si l'homme ne l'avait pas chassée. Une des façons possibles de procéder à la désextinction des mammouths serait que les scientifiques combinent l'ADN de cette espèce disparue avec celui des éléphants vivants aujourd'hui. Avec le temps, ces animaux hybrides pourraient se transformer lentement en mammouths à part entière, ce qui permettrait de ramener l'espèce à la vie. Cela pourrait prendre quelques milliers d'années, mais au fil du temps, les mammouths pourraient à nouveau parcourir la Terre. Si cette méthode devait fonctionner, pensez à tous les animaux incroyables que nous pourrions avoir de retour dans notre monde. L'ours géant à face courte de 3 mètres de haut, les chiens sans poils, et bien sûr, l'adorable dodo. N'oubliez pas de vous méfier des tigres à dents de sabre qui couraient partout. Mieux vaut pour vous ne pas les embêter. Si nous voulions nous lancer dans des expériences bizarres, nous pourrions même ramener des Néandertaliens, même si cela pourrait être incroyablement dangereux, et serait finalement une idée stupide. Cette espèce mourrait assez rapidement, car elle ne pourrait tout simplement pas survivre dans notre monde actuel. Avec notre alimentation, nos germes et nos maladies, les Néandertaliens ne dureraient pas longtemps. Cela vaut aussi pour tous les autres animaux que nous ramènerions sur Terre. Bien sûr, en théorie, ils devraient pouvoir s'adapter au fil du temps. Mais il y a des tonnes d'autres problèmes qui peuvent survenir lorsqu'on ramène une espèce de l'extinction. Une chose dont nous devrions nous préoccuper, c'est de savoir comment contrôler ces espèces. Nous ne voudrions pas qu'un ours géant au visage court s'accouple avec d'autres ours. Cela pourrait présenter un certain nombre de problèmes inconnus. Mais qu'est-ce qui les empêcherait de le faire de toute façon?
Une autre question que la science devrait se poser est de savoir quel est exactement le but de tout cela. Certes, pouvoir chevaucher un mammouth laineux serait étonnant, mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine? À quoi servent ces animaux si ce n'est à nous divertir? Et il est possible que ces nouveaux animaux perturbent les écosystèmes actuels, ce qui entraînerait l'extinction d'autres animaux à cause d'eux. Une bonne chose que la désextinction pourrait faire est de ramener des animaux essentiels, encore présents aujourd'hui mais susceptibles de disparaître bientôt. On parle depuis longtemps des abeilles comme d'une espèce qui pourrait s'éteindre assez rapidement. Si la technologie de la désextinction est enfin réalisée, nous n'aurons peut-être jamais à nous en inquiéter. Mais cela suscite également certaines inquiétudes. Si cela était possible, les gens pourraient penser qu'il est normal que des espèces s'éteignent, puisque de toute façon, nous pourrions toujours les ramener. Cela pourrait entraîner une augmentation de la chasse et une négligence générale pour les animaux partout dans le monde. Ramener une espèce peut sembler être une idée incroyable, mais les risques et l'imprévisibilité de cette perspective sont énormes. Peut-être vaut-il mieux prendre soin des êtres avec lesquels nous cohabitons aujourd'hui et prévenir leur extinction. Vous aventureriez-vous un jour dans l'océan si vous saviez que cette créature pourrait se cacher en dessous? Il fait 2 fois la taille d'un T-Rex. Ses mâchoires sont assez grandes pour écraser des voitures. Et il peut avaler plusieurs humains à la fois. Cette ancienne bête est connue sous le nom de requin mégalodon. Et si cette espèce n'avait jamais disparu, son impact sur nos vies serait étonnamment important. Comment changerait-il la façon dont nous utilisons nos océans? Quelles menaces représenterait-il pour les humains? Et quelles sont les chances que ces créatures se soient cachées dans les profondeurs de nos océans pendant tout ce temps? Voici et si. Et voici ce qui se passerait si les requins mégalodons n'avaient jamais disparu. Au fil des ans, plusieurs signalements de mégalodons sont apparus sur Internet. Beaucoup d'eux affirment que ces requins géants n'ont jamais disparu, mais qu'ils se cachent simplement dans la partie la plus profonde de l'océan, la fosse des Mariannes. Bien sûr, impossible de plonger là-bas pour vérifier par soi-même, mais les scientifiques estiment qu'il y a aujourd'hui des preuves suffisantes pour démystifier ces signalements. Si les requins mégalodons étaient encore là, nous en serions forcément informés. Nos océans seraient beaucoup plus dangereux. Voici comment nous savons que les requins mégalodons ne se sont pas cachés pendant tout ce temps. Pour commencer, si les requins mégalodons parcouraient encore nos océans, le dernier endroit où ils iraient serait la fosse des Mariannes. Les mégalodons étant des créatures d'eau chaude, ils ne pourraient pas survivre dans les températures glaciales de la fosse des Mariannes. De plus, si ces énormes requins existaient encore, nous trouverions leurs marques de morsures géantes caractéristiques sur d'autres grands animaux marins. Nous aurions aussi très probablement trouvé au moins une carcasse ou un squelette à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas le cas. Les seuls vestiges que nous avons trouvés de ces monstres préhistoriques sont leurs dents. Et nous en avons trouvé beaucoup. Si les dents de mégalodons sont si faciles à trouver, c'est parce qu'ils en produisent des tonnes. Contrairement aux humains qui ne produisent des dents que pendant les premiers stades de leur vie, les requins continuent à en produire de nouvelles tout au long de leur vie, perdant leurs dents presque toutes les 2 semaines. Leurs dents sombreraient au fond de l'océan, où elles seraient probablement fossilisées. La plupart des mégalodons produiraient approximativement 40 000 dents au cours de leur vie. Ça fait beaucoup de reste à découvrir. Mais comme nous n'avons jamais trouvé de mégalodons intacts, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à leur sujet. Voici ce que nous avons pu découvrir jusqu'à présent. Les requins mégalodons sont apparus pour la première fois il y a environ 16 millions d'années, et ils étaient les prédateurs dominant l'océan. Mesurant entre 10 et 18 mètres, ces bêtes géantes s'attaquaient à tout, des poissons aux dauphins et même aux baleines. Puis, il y a environ 2 millions d'années, ils ont disparu de la surface de la Terre. Et les scientifiques ne savent pas exactement pour quelles raisons. Une des théories avancées est la probable diminution des sources de nourriture, ainsi que l'augmentation de la concurrence pour cette nourriture. Une autre théorie, plus intrigante, repose sur le fait que les mégalodons ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au refroidissement de la température des océans, et que leurs proies continuaient à se déplacer vers des eaux plus froides pour leur échapper.
Quelle que soit la raison de leur extinction, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer à quel point nos océans seraient différents aujourd'hui s'ils avaient survécu. On estime qu'un mégalodon mangeait approximativement 1100 kg de nourriture par jour. S'ils étaient encore là, et s'ils mangeaient autant, il resterait à peine assez de gros poissons dans l'océan pour nous. Et ce ne serait pas le seul problème pour l'industrie de la pêche. On pourrait aussi voir des mégalodons suivre les bateaux de pêche et voler le poisson qu'ils attrapent, comme le font certains orques. Avec le réchauffement des températures de l'océan, les mégalodons se développeraient et se reproduiraient, ce qui entraînerait la présence d'encore plus de ces animaux géants dans l'eau. Cela poserait des problèmes aux opérations de navigation maritime, aux navires de croisière et même aux plaisanciers. Les mégalodons donnaient naissance dans des eaux chaudes et peu profondes. Une bonne baignade à la plage pourrait donc devenir très dangereuse pour nous. Et si vous alliez dans votre fast-food préféré et qu'au lieu de hamburger au poulet ou au bœuf, il n'y avait que du rhinocéros laineux au menu? Cela ne semble peut-être pas très appétissant. Mais il y a des milliers d'années, nos ancêtres dépendaient du rhinocéros laineux pour sa viande. Jamais entendu parler du rhinocéros laineux? Cette énorme boule de poil a disparu de la surface de la Terre il y a plus de 14 000 ans. Mais aujourd'hui, nous le ramenons à la vie. À quoi ressemblerait notre monde si le rhinocéros laineux existait encore aujourd'hui? Vous et vos proches seriez-vous en danger? Ou bien les humains les chasseraient-ils pour préparer de délicieux hamburgers de rhinocéros? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si le rhinocéros laineux n'avait jamais disparu. Enfilez vos chaussures de neige, car nous nous apprêtons à explorer le royaume enneigé du rhinocéros laineux. Le rhinocéros laineux vivait au milieu de l'époque du Pléistocène, il y a 2 millions d'années. Le mammouth laineux, l'antilope saïga et le bison étaient également présents à cette époque. Le rhinocéros laineux a survécu à plusieurs périodes glaciaires, y compris la dernière, et ne s'est éteint qu'il y a environ 14 000 ans. Cela veut dire que le rhinocéros laineux a vécu aux côtés des humains pendant un certain temps. Mais nous y reviendrons plus tard. Les rhinocéros laineux mesuraient environ 2 mètres, soit la taille moyenne d'un joueur de basketball de la NBA. En revanche, ils faisaient entre 3 et 5 mètres de long, ce qui correspond à la longueur d'un grand canoë. Il s'agissait d'animaux très grands et imposants. Imaginez que vous soyez en retard à l'école ou au travail et que vous tombiez sur un rhinocéros laineux couché au milieu de la route. Cela ajouterait facilement quelques heures à votre trajet. Ces rhinocéros étaient également très lourds. Ils pesaient jusqu'à 2700 kg. Ce poids est comparable à celui des rhinocéros blancs d'aujourd'hui. Il aurait fallu des dizaines de personnes très fortes pour les soulever de la route. Et avec leurs 2 cornes très longues et pointues, ils auraient involontairement crevé beaucoup de pneus. Ces 2 immenses cornes les aidaient à chercher de la nourriture. En tant qu'herbivores vivant dans les régions froides de l'Asie du Nord et de l'Europe, ils les utilisaient pour déblayer la neige et accéder à la végétation enfouie en dessous. Si ces créatures avaient survécu jusqu'à nos jours, il est possible que nous puissions utiliser cette compétence en les entraînant à déneiger nos trottoirs et nos allées. Je sais ce que vous pensez. Mais ces énormes animaux ne seraient-ils pas une menace pour les humains? Eh bien, c'est peu probable. Malgré leur taille, les rhinocéros laineux n'étaient pas des créatures violentes. Ils évitaient généralement de s'attaquer entre eux et encore moins à une autre espèce. En cas de confrontation, ils grattaient leurs cornes contre le sol pour tenter d'intimider leur adversaire et le faire reculer. Donc, à moins que vous n'ayez peur des bruits forts, vous n'avez rien à craindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les rhinocéros laineux ont cohabité avec les premiers humains pendant et après la dernière période glaciaire. Avec le réchauffement climatique et la disparition des types de végétation qu'ils consommaient, il aurait été plus difficile pour ces énormes bêtes de survivre. Mais certains des autres mammifères ayant survécu à cette époque, comme le bœuf musqué et le renne, ont réussi à s'adapter au climat plus chaud. Qui sait, si le rhinocéros laineux avait survécu, vous chanteriez peut-être « Mon beau rhinocéros, roi des forêts » pendant les fêtes. Le climat n'était qu'un des problèmes auxquels ces rhinocéros à fourrure étaient confrontés. Les premiers humains les utilisaient pour se nourrir. Nous utilisions leur fourrure pour nous réchauffer et leurs cornes pour fabriquer des lances.
Les anthropologues pensent que la chasse excessive aux rhinocéros laineux est à l'origine de son extinction. Les scientifiques ont même découvert que nos cousins de Néandertal avaient l'habitude de manger le rhinocéros laineux accompagné de champignons. Peut-être avait-il une recette de rhino stroganoff. Dans les régions sibériennes, la consommation de rhinocéros laineux aurait été répandue en raison de leur forte présence. Mais cette viande étant assez dense, elle aurait été difficile à mâcher. Si nous devions manger du rhinocéros laineux aujourd'hui, il serait préférable de le préparer comme un steak, en veillant à demander des tranches fines. Sinon, vous risquez de vous fatiguer la mâchoire à le mastiquer. Nos ancêtres utilisaient également la fourrure du rhinocéros laineux. Elle les couvrait et les gardait au chaud dans le climat nordique. Si ces bêtes poilues existaient encore aujourd'hui, pensez-vous que nous pourrions faire de même? Fabriquer des manteaux avec leur fourrure? Pourriez-vous investir dans un tel vêtement? La réponse est probablement oui. Un manteau de fourrure aujourd'hui est généralement fabriqué à partir de la fourrure d'animaux plus petits comme le vison, le renard ou le chinchilla. Le rhinocéros laineux étant très grand, une grande quantité de fourrure pourrait être récoltée. Cette abondance de fourrure permettrait de produire plus de manteaux et de réduire le coût. Vous pourriez économiser beaucoup d'argent en achetant un manteau de rhinocéros laineux plutôt qu'un manteau de vison. Avec le reste de la fourrure, vous pourriez fabriquer de belles perruques ou décorer le canapé de votre salon avec de beaux oreillers en poils de rhinocéros laineux. Les exportations de fourrure de pays comme la Russie et la Mongolie rapporteraient une fortune, plus qu'elles ne le font déjà. À l'heure actuelle, la Mongolie est le premier exportateur mondial, avec un chiffre d'affaires de 325 millions de dollars, sans avoir vendu un seul manteau de rhinocéros laineux. Imaginez à quel point ce chiffre augmenterait s'ils avaient accès à ces énormes bêtes poilues. Les rhinocéros seraient probablement détenus dans d'immenses fermes à fourrure pour accroître la production et la durabilité. Comme les autres espèces de rhinocéros présentes dans le monde aujourd'hui, le rhinocéros laineux pourrait être chassé pour ses cornes. Et il y aurait certainement des défenseurs prêts à plaider en faveur de sa préservation. Il est également probable que des groupes contre la chasse se mobiliseraient pour le sauver. Si vous habitez en Amérique du Nord, vous êtes chanceux. Pour la première fois, vous pourriez vivre aux côtés du rhinocéros laineux. Contrairement aux mammouths, les rhinocéros laineux n'ont jamais atteint l'Amérique du Nord, car ils ne pouvaient pas passer entre la Russie et l'Alaska. Aujourd'hui, il existe de nombreux moyens de les transporter à l'étranger. De la même manière que les ours polaires vivent dans des zoos, les rhinocéros laineux vivraient dans un habitat artificiel créé spécialement pour eux, avec des températures fraîches et une végétation abondante. Si vous avez de la chance, ils vous laisseront peut-être même les nourrir. Attention toutefois à ne pas trop vous approcher de leur corps. Les rhinocéros laineux étaient des animaux sympathiques qui auraient certainement pu cohabiter avec les humains d'aujourd'hui. Avec le changement climatique, ils auraient peut-être évolué pour avoir un peu moins de fourrure, mais nous aurions quand même pu l'utiliser pour des vêtements d'hiver élégants. Peut-être qu'ils auraient pu se promener parmi nous ou être réservés aux zoos. Quoi qu'il en soit, je louerais bien un rhinocéros pour déneiger mon allée. Et n'oublions pas les délicieux cheeseburgers champignons rhino accompagnés de frites. La présence du rhinocéros laineux aujourd'hui serait un énorme changement. Si vous pouviez combiner vos gènes avec n'importe quel animal terrestre, lequel choisiriez-vous? Voudriez-vous avoir la force d'un loup? L'agilité d'un chat? Ou les ailes d'un oiseau? Eh bien, décidez-vous vite, car cette technologie est à portée de main. Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous commencions à créer des hybrides homme-animal. Emprunter des traits à vos voisins du règne animal peut sembler être un bon moyen de faire progresser notre espèce. Mais cela pourrait aussi créer beaucoup de problèmes. Pour commencer, nous savons bien comment certains humains traitent les gens qui leur sont différents. Vous pouvez donc imaginer comment ils réagiraient aux premiers hybrides homme-animal. De plus, ce ne serait qu'une question de temps avant que les forces armées ne commencent à armer les hybrides, en les utilisant comme un nouveau type de technologie. Mais tout cela n'en vaudrait-il pas la peine si cette avancée pouvait sauver des milliers de vies? Dans la communauté scientifique, les hybrides homme-animal sont appelés chimères. Des organismes qui contiennent du matériel génétique provenant de 2 sources ou plus.
Depuis des années, l'homme expérimente la mise en place de cellules humaines dans différents animaux, tels que les rats, les souris et les porcs, avec plus ou moins de succès. Ce genre d'expérience se faisait autrefois sans aucun soutien ou financement public. Mais tout cela a changé grâce à un biologiste nommé Hiromitsu Nakauchi. En 2019, le gouvernement japonais l'a autorisé à cultiver des cellules humaines dans des embryons animaux. Les embryons peuvent ensuite être transportés dans des animaux de substitution et être amenés à terme. L'objectif est de développer une nouvelle approche de la transplantation d'organes pour les humains, afin de supprimer la nécessité de compter sur l'homme en premier lieu. L'idée est que les animaux pourraient agir en toute sécurité comme hôtes pour les organes humains grâce aux cellules humaines des embryons. Ce concept est appelé xénotransplantation. Pour l'instant, le plan consiste à faire en sorte qu'il manque à un embryon animal le gène nécessaire à la fabrication d'un organe spécifique. Les cellules souches humaines seraient alors injectées dans cet embryon animal pour former un organe de remplacement compatible avec l'homme, qui pourrait ensuite être prélevé et transplanté. Cela pourrait être d'un secours décisif pour les personnes ayant besoin d'une transplantation d'organes. Pour vous faire une idée, à travers l'Europe, 109 000 personnes sont sur la liste d'attente pour une greffe d'organes. Chaque jour, 17 personnes meurent faute de donneurs disponibles. Malgré les perspectives positives de ces expériences, certains scientifiques et gouvernements restent hésitants. L'une de leurs principales préoccupations est d'éviter toute possibilité de contribution de cellules humaines au cerveau de l'embryon animal. Ils veulent éviter de créer un dilemme éthique. Ils ne veulent pas que les animaux aient une conscience humaine, ni qu'ils intellectualisent une quelconque douleur ou souffrance. Et ce n'est pas le seul dilemme éthique qui accompagne ce processus. Si la technologie progressait au point que l'homme hérite de traits animaux, nous atteindrions des territoires inexplorés en tant qu'espèce. Nous pourrions voir des industries se battre pour répondre aux besoins d'une population possédant de l'ADN animal, dont certains membres pourraient vivre bien au-delà de 100 ans. L'industrie agroalimentaire, la pharmaceutique, ainsi que les traitements médicaux et les assurances se verraient complètement bouleversés. Pourrions-nous commencer à nous rendre chez le vétérinaire? Il y aurait alors le risque que les pays militarisent cette idée. Imaginez des soldats volant de leurs propres ailes, avec la capacité de courir à 100 km/h lorsqu'ils touchent le sol. Alors, peut-être vaut-il mieux ne pas s'engager trop loin sur cette voie. Peut-être pourrions-nous apprendre à cultiver une quantité infinie d'organes en laboratoire plutôt que sur des animaux. Et nous pourrions effectuer, peut-être, des transplantations de corps entiers. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si